Je suis née aussi à Lvov en 41, le 29 du 4 41. Je m'appelle maintenant Myriam Müller, je suis veuve, j'ai perdu mon mari à 17 ans. Et de la maison, tu t'appelais comment? Matzner. Matzner. Mes parents, alors papa est né à Cracovie en 1909, le 11 du 11, ça je me rappelle parce que c'est facile, 11 du 11 1909. Maman est née en 1920 à Lvov et moi aussi à Lvov. Voilà, maintenant moi je suppose que je suis née dans le ghetto parce que c'était déjà la guerre 41. La guerre a commencé le 1er septembre 39 et on était dans le ghetto avec toutes les difficultés qu'il y avait jusqu'en 43. En 43, le ghetto était liquidé. On était dans un des derniers trains qui sont partis. On ne savait pas vers où. On était enfourrés dans ce train avec tous les autres gens et tous nos passeports chiliens qu'on avait n'ont pas aidé. Et voilà. Et on s'est retrouvés là-bas. Qui a fait les passeports chiliens? Oui, ça c'est toute une histoire. Mon grand-père avait une grande affaire en gros de nappes et des essuie-mains et literies, comme ça. Il avait un bon ami qui s'appelait Max Lauterbach. C'est incroyable comme il y a des noms qu'on oublie tout simplement pas. J'ai encore son numéro. Il habitait à Los Angeles. J'ai encore son numéro de téléphone dans mon bottin de téléphone. Il y avait une grande exposition. C'était une personne pas religieuse. Il y avait une grande exposition dans ce domaine à Los Angeles. Maintenant, avant la guerre, partir à Los Angeles, c'était, je ne sais pas comment les gens ont fait ça, comment est-ce qu'on est parti, les avions, c'était pas encore à la mode, c'était les bateaux. Il avait demandé à mon grand-père, il avait dit, viens, on ira à Los Angeles, on verra ce qu'il y a pour qu'on puisse importer. Probablement qu'il avait les droits d'importation pour toute cette région là-bas, pour l'Ukraine. Alors, mon grand-père avait dit, écoute, moi je suis religieux, j'ai besoin de cachereuse, j'ai besoin d'arménienne, je ne peux pas partir, mais tu sais quoi, prends ton fils et pars-toi. Et ce Max Lauterbach n'était pas paresseux, c'était un grand businessman et il fallait savoir qu'est-ce qu'on peut importer. Il est parti. Et la guerre là a éclaté, il est resté là-bas, il est encore arrivé à faire sortir sa femme et l'amener aussi encore en Amérique. Je ne sais pas comment elle est arrivée, ça c'est pas notre histoire. Mais en tous les cas, on avait les contacts avec lui, je ne sais pas, peut-être pas par fax, je ne sais pas comment étaient les moyens de communication, des télégrammes probablement dans les vieux temps, et peut-être les téléphones aussi, je ne sais pas exactement. Et mon père a commencé à s'intéresser. Qu'est-ce qu'on fait ici? Il y a la guerre, il faut faire quelque chose. On ne peut pas tout simplement rester ici et attendre jusqu'à l'Allemand viendra nous massacrer. Et alors, les Juifs ont commencé à demander des passeports étrangers. Et l'Amérique centrale, c'était une bonne centrale, c'était des pays encore pauvres. Et se laissaient très bien payer pour ça. Et ils ont donné. Alors, il fallait encore savoir de quel pays. Et ça, je ne sais pas si papa il savait sûrement pas. Il fallait avoir du mazel dans la vie. Comme partout, on doit toujours avoir un peu du mazel dans la vie. Et on a besoin un peu de nissim aussi. Sans ça, ça ne va pas non plus. Il faut avoir la shgoura qu'on tombe sur le bon pays. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Le Chili était neutral. Alors déjà, il n'y avait jamais le problème d'échange de soldats allemands qui tombent dans les mains des Alliés contre des Juifs. Alors, on nous a laissés en paix. La seule chose qui était bien dans toute cette histoire, c'est parce qu'on avait ces passeports, on était dans un camp séparé de ce grand Bergen-Belsen qui était une horreur. Donc vous avez quand même été arrêté dans le ghetto
Et quand même mis dans le train. Absolument. Et quand même déporté. Tu m'as dit en 43, tu as une date? Tu as une date? Je pense que c'était en été. D'accord. Pourquoi? Parce que quand on était dans le train, papa avait dit que le train s'arrêtait de temps en temps. C'était pas des trains électriques, naturellement pas encore. C'était avec du charbon. Et il fallait faire rentrer du charbon dans le train pour qu'il puisse avancer. Alors on s'arrêtait de temps en temps à des stations. Et papa, par les barres de bois qu'il y avait, parce que c'était quand même des trains de bestiaux, il criait. Il y avait des gens qui étaient à la station, c'était toujours toute une attraction quand il y avait des trains avec des yidnes, avec des juifs qui passaient. Alors, les villageois venaient et regardaient. Et il appelait Woda, Woda, ça veut dire de l'eau en polonais. Il n'y a personne qui a bougé, personne. Alors, je suppose quand papa voulait avoir de l'eau, c'était probablement pas en hiver, je suppose que c'était plutôt vers l'été. Il y a des journées très très chaudes en Pologne aussi. On était comme ça, on nous a transportés pendant 3 jours et 3 nuits. Sans manger. Je pense pas qu'on a eu le temps de préparer quelque chose, peut-être. Si on avait encore un pain à la maison, peut-être on a pris un pain. Il y avait des tas d'eau. Je ne sais pas, je n'ai pas de détails parce que mes parents n'ont pas parlé de la guerre. C'était des gens, ils ont compris, mes grands-parents aussi. Le passé, c'est passé et maintenant il faut se remettre sur les pieds et il faut faire de l'argent. Il faut se remettre sur ce qu'on était. Papa est sorti d'une maison très cultivée, Feinschmecker, pas tellement riches comme les Goldberg, comme mes grands-parents. Eux, ils ont travaillé tous les deux, dur, et ma grand-mère et mon grand-père. Ils étaient du matin jusqu'au soir dans la ferme. Il y avait une bonne juive pour les enfants à la maison. Il y avait une mechoureuse, une bonne pour les travaux difficiles, et les parquets, et la lessive, et le repassage, tout ça, les matériaux n'étaient pas synthétiques, tout ça. Je me rappelle encore de mes temps, quand il fallait repasser les nappes, c'était déjà un travail. Et il y avait une cuisinière. Il fallait quand même manger. Elle faisait les achats, elle cuisinait. Quand mes grands-parents rentraient à la maison, c'était une juive. Alors, la bonne pour les enfants, c'était une juive, et la cuisinière était une juive. Et celle qui faisait le gros ménage, c'était une polonaise. Maintenant, la fille qui était pour les enfants, elle dormait chez nous. Les autres rentraient chez eux à la maison. Alors, la fille juive, mon grand-père avait toujours Rachmoun, il disait. Et elle avait une bonne chambre. On habitait, la grande affaire était en bas. Et on habitait dans la maison par-dessus. Et mon grand-père divisait le soir, avant que les enfants, ils étaient seulement 2, mon oncle et ma mère, qui était aussi, mon oncle était aussi avec nous dans le camp. Il divisait une orange le soir. Une orange, c'était le luxe en Pologne. Ça venait ou bien du Portugal, ou bien de l'Espagne, ou normalement ici, d'Israël, de la Palestine. C'était un produit de luxe. Il divisait ça en 3, et la fille juive recevait aussi sa part. Ouais, ça c'était mon grand-père. Il a beaucoup de rachmounos toujours. Et moi je dis toujours, il m'a sauvé la vie aussi. Il avait un gros manteau sur lui et il me cachait, j'étais petite, je suis arrivée dans le camp, j'avais 2 ans. Il me cachait en arrière de son manteau. Il me portait, il y avait les appels, parfois prenait des heures et des heures ces appels là-bas dans le camp. Il faisait froid. Même que vous étiez dans un espace protégé plus ou moins, parce que vous avez ces passeports étrangers. Oui, mais ça, les appels, ça, il y avait toujours, il voulait savoir qu'il n'y a personne qui a filé ou comme ça, quelque chose. Les appels étaient constants. Maintenant, quand ils étaient plus longs, alors c'était parfois, disons,
on devait rester là comme des soldats, tout droit et regarder devant soi. Oh, il y avait, d'après ce que je sais, 2000 personnes. De quelle heure à quelle heure c'était l'appel? Ça dépendait, ça n'avait pas... Par exemple? C'était le matin. Le matin? Ou c'était parfois le soir, ou c'était parfois... Ça pouvait durer 2-3 heures? Des heures, même plus. Même plus? Même plus. Disons, si quelqu'un, au milieu, a tourné par hasard la tête, alors c'était encore, ils ont encore prolongé. Ces Allemands, ils étaient là, ils ont tout vu. Ils ont toujours tout vu. Ou si quelqu'un n'a pas fait son lit comme il faut, l'ordre devait être là chez ces sales Allemands. Si les lits n'étaient pas faits comme il faut, alors l'appel allait encore plus longtemps. Toutes sortes de chicanes qu'ils ont essayé de faire tout simplement pour... Alors c'était dur. C'est mon grand-père qui me portait. C'est drôle, il m'aimait beaucoup. J'étais très attachée à lui. À lui, c'était une personne comment lui très, très bonne. Il s'appelait Israël Alter. Oui. Goldberg. Goldberg. C'est le côté de maman. du maman. Côté du maman. Oui. Maintenant, moi je suppose qu'il y avait toutes sortes de choses, peut-être dans le camp. Ils sont arrivés à prendre, à faire sortir des diamants. Ma grand-mère n'était pas une femme de bijoux, mais ils achetaient des pierres pour avoir, parce qu'on ne sait jamais. Grand-père disait toujours, on ne sait jamais. La pierre garde sa valeur et les petites, on peut la prendre, on peut la cacher, on doit s'en courir. Tu veux dire un diamant? Un diamant, oui. Alors ils achetaient des diamants qu'on est, parce que ça tient à la valeur et on peut s'en courir avec. Et des Goldstickler aussi, il y avait des monnaies d'or dans le temps, ça on avait aussi. Mais les bijoux, rien, je ne l'ai jamais vu avec des bijoux. Peut-être c'était déjà après la guerre, elle avait dit de toute façon ça vaut rien du tout. Alors voilà, mais ils cherchaient des choses de valeur. Et effectivement, ce qui est resté, mon grand-père avait 3 grandes maisons en choses à Lvov. Une qu'il avait terminé à construire juste avant la guerre. Et c'est là qu'on s'est caché, on s'est encouru de là où on habitait, dans la ville. Et on s'est encouru dans cette autre maison qui était dans la partie aryenne, pas juive, du quartier, là où les Polonais riches habitaient, les intellectuels, comme ça, die bessere Menschen, comme on dit, habitaient. Et on a pensé qu'on pourrait là-bas se sauver. D'ailleurs, toutes les maisons existent, les 3 maisons existent. Mon frère était à Lvov et il les a vues. J'ai des photos aussi de ces 3 maisons, 3 autres belles maisons. On ne reçoit rien du tout pour ça parce que l'Ukraine, elle était toujours pauvre et elle continue à être pauvre. Maintenant, avec la guerre, il n'y a rien à faire. C'est pas la Pologne, c'est l'Ukraine. Il n'y a pas de restitution ou quelque chose? Non, l'Ukraine ne donne pas de restitution. La Pologne, oui, mais pas l'Ukraine. Et alors, ils achetaient, il y avait les pierres et les diamants. Et mon grand-père était sioniste, il était religieux, une personne religieuse, mais il était sioniste. Et il voulait déjà partir avant la guerre. Et mon grand-père avait dit, écoute, on a assez d'argent, on liquide. Et puis, il y a les Allemands, ils vont monter. Moi, je crois, ce que Hitler dit, moi, je crois dans ça. Et puis après, de toute façon, après que mes parents se sont fiancés, je ne sais pas quand ils se sont fiancés, alors mon père qui a étudié à Berlin et à l'université et dans le Hildesheimer séminaire, il a reçu la smiche de Rav Weinberg. Il dit toujours Rav Weinberg, c'était Harav Dr. Weinberg, c'était une personne extrêmement intelligente. Ça, il a terminé encore avant que Hitler est monté. Mais l'université n'est pas arrivée à terminer, il avait encore 3 semestres à terminer. Alors là où il habitait à Berlin, la dame lui avait dit, maintenant pendant 3 jours, tu ne sors pas de la maison. Moi, je t'amène le pain, ce que tu as besoin, tu ne bouges pas.
Et papa avait dit, il avait regardé par les stores et il avait vu ces SA, cette Jugend Hitler, dans ses habits bruns, avec ses drapeaux. Il avait dit, c'était incroyable, cette force qui est ressortie de ces gens, la manière dont ils ont marché, dont ils ont mis les pieds, et tout le monde avait la même hauteur. Hitler a regardé, surtout il n'y avait pas un dans des rangées. Toutes les rangées avaient la même grandeur de personnes. C'était effrayant, papa. Alors il y avait quelques étudiants juifs dans le temps qui étaient là-bas. Entre autres, il y avait des Chavrei Knesset aussi. Il y avait Hassar Bourg, qui était ici, qui était avec papa, faisait les mêmes études. Il y avait Benjamin Mintz, Kalman Kahana, ils se sont réfugiés, je ne sais pas exactement où. Mon grand-père, comme il était sioniste, il avait dit à ma grand-mère, viens, on va partir en Palestine, on va acheter là-bas. Et pourquoi? Grand-père me disait toujours, on doit aller à Piteure. Ce que la Teure dit, ça c'est juste. Si on ne voit pas toujours, on voit après, ou on le verra, nous, de 20, mais ça c'est juste, après 120 ans, mais ça c'est juste. Alors, qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit que ce que tu as, tu dois diviser en 3. Ne jamais investir tout dans une place. Et une des places qu'il faut investir, c'est Karka. Et Rashi dit sur ça, Eretz Israël. En Israël, enfin en Palestine. Et c'est ce que mon grand-père a fait. Comment est-ce qu'on est arrivé des anciens temps, peut-être, je sais pas, par la Turquie, on est arrivés, ils sont arrivés. Et ils ont acheté. Et ma grand-mère, c'était incroyable. Elle s'est toujours très bien débrouillée. C'était elle la businesswoman. Mon grand-père était là, très bonne personne. Il voyait, disons, plus loin. Ma grand-mère était pour maintenant. Pratique. Maintenant, peut faire le plus que possible d'argent et mettre de côté et l'investir dans de bonnes choses. Mais elle n'avait pas la vue pour plus. Ça, mon grand-père avait. Et alors, ils ont acheté à Tel Aviv. Mon grand-père a amené un de ses frères qui était pauvre, pas par nous. Les Juifs étaient très pauvres en Pologne, en Ukraine, encore plus. Avec sa femme et un enfant, il l'a fait responsable ici pour prendre comment ça s'appelle, payer les loyers des appartements. Il faut nettoyer les maisons, il faut les reconstituer. Enfin, une personne qui était responsable. Et c'est le seul, avec encore une sœur, qui est restée d'une grande famille, qui s'est sauvée grâce à ça. Maintenant, ce qui était incroyable, c'est quand ils sont rentrés de retour à la chose, quand ils étaient encore ensemble. Alors, mon grand-père a dit, regarde, maintenant on a déjà acheté ici quelque chose. On pourra très bien vivre le sud de Tel Aviv. Là, ils ont acheté Echadaam, mais il y avait déjà plein de gens qui habitaient, comment ça s'appelle, Sderot Rothschild, vers le sud. Il y avait une belle communauté. Mon grand-père avait dit, regarde, on peut très bien vivre ici. Alors, ma grand-mère a dit, ça c'était incroyable. Ils étaient sur King George. Il y a aussi une grande rue King George. Elle est large. Elle n'était pas pavée dans le temps. Il y avait des gros arbres au milieu qui ont divisé les deux côtés. Et en une fois, ma grand-mère regarde comme ça à sa droite et elle voit des chameaux venir. Toute une caravane de chameaux, parce que de là-bas, on continuerait vers Yafo et vers le port de Yafo. Et ma grand-mère regarde ça. Et elle dit à mon grand-père, mais où est-ce que tu veux me faire venir? Chez les chameaux et dans le sable. Et dit, moi, je viens pas ici. Bon, ils ont acheté, mais c'est pas pour vivre ici. Alors, et mon grand-père était une très bonne personne, comme je dis toujours. Et c'était un très bon mariage. Il y avait un grand amour entre ces deux-là. Il y a un énorme respect entre ces deux-là. Alors,
papa a contacté ce Max Lauterbach et il lui a dit, écoute, il faut que tu nous procures des passeports, la situation est terrible. Et voilà. Et c'était toute une histoire de les recevoir. Et on les a reçus. J'ai encore un passeport comme ça, j'ai encore. Probablement chacun avait reçu. Mais je suppose que papa les a peut-être tous jetés et il s'est dit, je garde un comme souvenir. Et voilà, parce que les autres ne sont pas là. Alors ça nous a tenu, disons, quels étaient les plus qu'on avait dans le camp où vous êtes allé, c'est le camp de Bergen-Belsen. Bergen-Belsen. Vous avez été déporté comme tout le monde. Comme tout le monde. Du ghetto, comme tout le monde. Exactement. Là-bas, vous avez été mis de côté. Séparément. Dans des baraques où il y avait seulement des gens avec ces passeports. Avec des passeports étrangers, de pays neutres. De pays. Non, pas tous les pays étaient neutres. Des pays de l'Amérique du Sud. Pour l'argent, ils ont fait ça. Maintenant, avec nous, il y avait, vous les connaissez, elle ne vit plus non plus, d'Anvers. Elle était là-bas avec nous, avec son mari et avec un fils qui s'appelait Ijo. Gletzer, voilà, la Gletzer. Ah, wow. La Gletzer. La Gletzer était avec nous. Elle avait, son fils aîné s'appelle Ijo, c'est Yitzhak, il habite ici à Arnov quelque part. Ouais. Et ça, c'était mon copain. Ce Ijo est plus jeune que moi d'1 an. Il était encore plus petit que moi. Et il a survécu. Et il a fait une fois chez lui une soirée de Hodaya. Reconnaissance et de remerciement. Le jour de la libération. Le jour de la libération, j'ai encore des photos, ça c'était le 13. Le 13 du 4. 13 avril. 13 avril. 45. 45, oui. Par l'armée britannique? Oui, l'armée britannique. Ils étaient les premiers qui sont arrivés à Berlin. Il est venu avec ses parents? Dans le camp? Il est venu avec ses parents? Avec ses parents. Ils ont survécu? Ils ont survécu. D'accord. Ils sont arrivés comme nous, à Bruxelles, et puis ils sont arrivés à Anvers. Et ils sont restés à Anvers, tandis que nous, on est partis. Parce qu'à Bergen-Belsen, il n'y avait pas beaucoup. Il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait pas de la nourriture, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose. C'était dans le grand camp de Bergen-Belsen, là où il y avait aussi il y avait un camp hollandais. C'était horrible, horrible. Vous aviez un peu plus. On avait un peu plus. Disons, papa avait dit si on avait encore 100 grammes de pain, alors on ne serait déjà pas mort de faim. Et vous avez reçu 100 grammes de pain? On a reçu comme ça. 2 tartines de pain, une le matin et une le soir, avec un tout petit peu de soupe qui était sale et horrible parce que c'était fait de pelures de pommes de terre. Alors, il n'avait pas les pelures, ça leur était égal. Il y avait plein de maladies, d'intestin dans le camp. Bon. Alors, disons ça, je vais encore quand même noter dans le camp. Il y a un groupe de Gerhardsiden qui sont arrivés un beau jour avec Leibele, qui était le fils du Gerhardt. Lui, il est arrivé à se sauver, je ne sais pas comment, mais il est arrivé ici dans le pays. Et Leibele est un génie. Il devait être le prochain Gerhardt. C'est un jeune garçon de 17 ans. Il est arrivé avec la Rebetson. Ils étaient avec nous. Ils avaient aussi des faux papiers. Ils n'ont pas survécu parce qu'ils n'avaient pas des faux papiers d'un pays neutral. Alors là, on les a pris et voilà. Et on les a pris Simchesteuer. Les Allemands savaient toujours quand faire les actions. Et quand enlever les gens, c'était toujours les Yom Tov, Erev Pessach, Erev Rosh Hashanah, ils savaient toujours tout. Et ce Leibele, il est arrivé avec un groupe de 40 personnes. Et il y avait, le leader de eux était Rav Orléans. Probablement chez les
ils savent que c'était Sarah d'Orléans. Ils sont arrivés et ces gens-là ont dit comme ça. Ça qu'il y a la guerre, il y a la guerre. Mais nous, on est des Yidden et nous, on doit vivre d'après la Teure. Ça qu'il y a une guerre, ça ne nous intéresse pas. Et il a dit à papa, et avec ce Leibele, il avait dit, on doit faire à Kosher-Reker, on doit faire une cuisine juive. Dans le camp. Dans le camp. Ces gens étaient tout simplement avec des idées qu'on ne pouvait pas comprendre. Chez qui on va, ils se sont tout de suite informés qui sont un peu les leaders ici dans le camp. Alors on avait dit Dr. Matzner et l'autre, il y avait le Blues Verebe qui était là. Le Blues Verebe est après parti en Amérique. Le Blues et papa étaient les deux personnes qui chaque soir alternativement donnaient des discours de Chizouk. Papa avait une tête extrêmement bonne, une mémoire très très bonne. Il n'y avait pas de gourmand, on avait l'air. Remonter le moral des gens. Remonter le moral des gens. Papa avait dans la tête, chaque fois il parlait de quelque chose d'autre. Aussi après, à mes simres, c'est comme ça, papa n'avait jamais de papier. Il devait toujours avoir le leitmotiv, il me disait. Et après qu'il a le leitmotiv, le psouk, mais tout ça, ça c'est là dans la tête. Il n'a pas besoin de cette heure pour parler. Et alors, ils sont allés chez papa. Et ils ont dit, Reb Mendel, on doit faire avec des produits kosher. Et papa avait dit, écoute, il n'y a rien de très fait ici. Il n'y a rien du tout. C'est de l'eau sale, la soupe, avec des plures de pommes de terre. Et ce qu'on reçoit, ce bout de pain, je ne pense pas qu'il y a quelque chose. Il n'y avait rien à faire. Mais les goïms, c'est eux qui cuisinent cette soupe. Bon, Leibele, c'était incroyable. Après chaque chose que Leibele demandait, toujours, il avait 17 ans, papa était déjà au-dessus de 30, avec la responsabilité de ses beaux-parents, de son beau-frère, de sa femme, de son enfant. Toujours Leibele lui disait, Mendel, es wird dir gut nicht geschehen. Papa devait aller chez le SS, il fallait parler, il fallait demander. Ça, c'est déjà une balle dans la tête. Le courage qu'il fallait avoir. Papa avait beaucoup de courage. Il connaissait cette mentalité allemande, il a étudié là-bas, il était là-bas. Et c'était un bel homme, haut, droit, il était représentable. Et il est allé un de ces jours chez Hess. Il y avait un autre Hess aussi, il y avait un Hess là aussi. Il avait dit, écoutez, vous savez quoi, je vous amène une bonne idée. On a plein de gens ici. Nous préparer ces soupes, ça vous prend du temps. Pourquoi est-ce que vous devez vous tracasser à faire cette soupe? Ce que vous voulez nous donner, probablement on recevait un peu de graisse ou un peu de margarine ou un peu de, je sais pas, peut-être il y avait quand même un peu des autres produits qu'on recevait encore, qui n'étaient pas cuits, mais qu'on recevait encore pour manger. Je ne sais pas quoi. Nous, on va vous le faire. Il y a plein de femmes ici. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Au lieu d'être occupé avec toutes ces sales pommes de terre, nous, on va le faire pour vous. Et c'est incroyable que c'est Hess, c'est un Nes Minashamayim, que c'est Hess a accepté cette idée. Il avait dit, bon, mais il avait dit, je veux savoir qui va être dans la cuisine juive, qui va manger de cette cuisine juive pour savoir combien vous donnez, combien. Alors bon, là commence le problème. Qui inscrire? Est-ce que c'est un effal? Comment est-ce qu'on dit ça? C'est une attrape? Un piège. Ceux qui vont s'inscrire vont être après mis au dehors et fusillés. Ou les autres, on ne savait pas. Ce sont des décisions, quand je pense à ça, ces décisions que papa devait prendre. Qui? Il a compris qu'il y a quelqu'un, un homme,
qu'une liste est un piège. C'est un piège, jamais. On ne sait jamais. Voilà. Alors, il savait qu'il doit laisser... Il va diviser la famille en deux et chaque partie doit avoir un homme. Comment est-ce qu'il a divisé, je ne sais pas, mais en tous les cas, je sais, on était 6, mes grands-parents, mes parents, mon oncle et moi. Alors, mon oncle était jeune. Alors, il y avait, dans une partie, il y avait sûrement mon grand-père qui était responsable, peut-être, et l'autre partie, c'était mon père. Et voilà. Enfin, et comme ça, il est allé chez les autres gens. Il y en a des qui sont inscrits, il y en a des qui ne se sont pas inscrits, je ne sais pas. En tous les cas... Le commandant a accepté. Il a accepté, voilà. Et quel était le grand plus de ça? Tout d'abord, on a reçu probablement un peu plus de manger. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait, mais on a peut-être reçu... Oui, parce que dans la cuisine, il devait voler sûrement beaucoup des ingrédients. Voilà. Donc là, il y avait quelqu'un qui surveillait. Et en plus, c'était Bichoul Israël. C'était Bichoul Israël. Mais le plus important était que les femmes juives ont nettoyé les pommes de terre. Ça veut dire que les pelures étaient propres. En fin de compte, dans les pelures, il y a des vitamines. C'est dans la pelure qu'il y a les vitamines. Mais il fallait que ce soit propre. Et alors, en une fois, plein de maladies d'intestin se sont arrêtées. Wow, parce qu'on n'a pas mangé du sable et de la saleté. Spécial. Wow. C'est ça. La soupe était vraiment rien de spécial. Ça, c'était l'idée du fils du guerrier. Du guerrier. Et de Sarah Orléans. Voilà, dans chaque chose, on va d'après Din Teure, il y a quelque chose de bien. C'est geoinisch. Comment? C'est geoinisch. C'est geoinisch, voilà. On a pris Das Teure et ça s'est sorti. Voilà, maintenant, ça je fais aussi court. Alors, ça a commencé avec la cuisine. Ensuite, est venu Rosh Hashanah. Alors, celle-là, elle avait dit, on doit avoir un Schäufer. Papa avait dit, mais d'où est-ce que tu veux que moi je fasse sortir un Schäufer? C'était en 44, déjà. Alors, elle avait dit, die wirst schon treffen, ein Schäufer. Toi, tu vas déjà trouver un Schäufer. Papa a commencé à se casser la tête. D'où est-ce que lui va faire un Schäufer? Il a reçu, c'était en 44, les Juifs de Hongrie étaient déjà dans le camp, dans un autre camp. Il fallait faire le contact avec et papa s'est pensé, ils ont sûrement emmené un Schäufer. Parce qu'on l'a geblufft qu'on va tout simplement les mettre quelque part à l'ouest, à l'est. Alors, ils ont sûrement amené un Schäufer. Et effectivement, c'était comme ça. Et qui a sonné dans ce Schäufer? Qui a sonné le Schäufer? Je ne sais pas. Mais comment? Là, papa avait dit, maintenant je comprends, il m'avait dit. Quand j'ai appris, il dit, quand j'ai appris, j'ai pas compris. Mais là, quand je suis arrivée à Berg-Nouvelle, j'ai compris. Il y a des dinim qui sont hatoké à le Torabor. Papa avait dit, mais toké à le Torabor, qui est le Torabor? Et dit, quand je suis arrivée à Berg-Nouvelle, que j'ai eu le Schäufer, j'ai compris. Ils ont creusé, quelque part, ils ont fait un trou. Et alors, le dîner raconte comment sonner le chauffard quand on est dans un puits. Alors, cela, les Sarah Orléans savaient naturellement tous les dînes. Ça, c'était pas le bleu, je veux aussi. Alors, ils ont fait, voilà, il dit, là, j'ai compris. Il avait dit, nos chachamim étaient tellement intelligents, ils ont compris qu'il y a toutes sortes de situations qui peuvent se passer au peuple juif à Tokia, le Torabor. Et les Allemands n'ont pas trouvé ni le Schäufer. Mais comment est-ce qu'on reçoit le Schäufer? Et comment est-ce qu'on reçoit mes chaussures pour moi? Parce que j'ai grandi et qu'on n'a pas de chaussures. Et en hiver, quand il y a la neige et minus 20 et minus 30 en Allemagne, on meurt. Ah non, le pied, il y a les appels. On doit sortir. C'est pas qu'on peut rester dans la baraque. Qu'est-ce qu'il a fait? Papa a remarqué que les gardiens qui étaient sur les... Oui, c'était des tourelles. Des tourelles, voilà. Les gardiens qui étaient sur les tourelles, n'est pas probablement pas trop intelligents, ils tournaient comme ça.
Ils venaient d'un côté, mais tous les deux du même côté. Ils arrivaient, et alors, l'illumination allait avec eux. Ils faisaient Heil Hitler, et ils commençaient de nouveau à se séparer, et la lumière avec. Il y avait un moment au milieu où c'était tout sombre. Et ça, papa a remarqué, il faut être intelligent. Ça, papa a contrôlé certains jours pendant longtemps et longtemps. Comment est-ce qu'on fait ça de ce moment-là? Contacter l'autre côté, le camp, et se faufiler par terre, en dessous les barbelés, recevoir et mes chaussures quand il fallait avoir, et le chauffeur. Et puis revenir. Et vite, par terre, debout, jusqu'à ce qu'ils commencent à voir. Ce sont, je sais pas d'où on prend, et c'est tout papa. On n'a pas envoyé quelqu'un d'autre. C'est papa. Papa a pris la responsabilité. C'est lui-même. Il n'a pas envoyé mon oncle, un jeune garçon. Tout lui-même. Il calculait, il réfléchissait, il faisait. Mais Leib lui avait dit, je vais te gouner. Et c'est ça que je goune, rien ne s'est passé. Ouais. Il y avait le chauffeur. Après, il est venu avec une autre histoire. Yom Kippur, c'était pas un problème, de toute façon. On mangeait pas. Il avait sikh, s'il faut faire une sikh. Le papa a dit, mais d'où tu vas faire une sikh? Il dit, tu vas faire. C'était quand même un camp. On construisait, on bâtissait, on agrandissait. Il y avait des matériaux. Il y avait des matériaux. Et quelque part, ils ont trouvé une place. Et là, ils le savaient, les mesures exactes du minimum d'une sikh, mais et ils ont construit cette sikh, et celui au Rochon Verumbo, c'est-à-dire la tête et la, je sais pas à quelle hauteur, celui qui voulait le Kaem Mitzvah Sikh, Bemet Kiyem Mitzvah Sikh, et on l'a jamais attrapé, comme Leib l'avait dit, papa avait dit, il parlait de ce Leib. On a fait aussi une yeshiva au nom de papa et de Leib. Ici, j'ai tout un document. Et papa avait dit qu'on regardait sur le visage de ce Leib, on voyait le rêve. Il avait un visage qui rayonnait. Il savait, le guerrier rêve, que ça c'est son fils, que ça c'est le prochain rêve. Et rien ne s'est passé. Tout ce qu'il lui a promis, un jeune garçon de 17 ans, rien ne s'est passé. Et il a survécu. Papa avait le courage, c'est tout. Il a survécu, ce fils? Non, ni la rêve non plus pas, parce que ses papiers n'étaient pas d'un pays neutral. Et alors, on devait échanger. Et alors, on les a tués. C'est tout. Simcha Steuer, ils les ont pris. Dans le camp même? Non, ils les ont transportés à Auschwitz. La mère et le fils. Et ça, cette scène, papa racontait encore cette scène. Il avait les larmes aussi. Moi, j'en parle aussi. C'était Simcha Steuer. Il les a fait monter dans un camion avec encore des autres gens, ils n'étaient pas les seuls. Et c'est Leib-là supplié, Mendel, rate de venir. Lui, il n'était pas dans la zone protégée comme ton papa? Ils n'étaient pas dans le même endroit? Oui, mais j'avais les faux papiers qui n'ont pas pu lui aider. Ils n'ont pas accepté ces faux papiers? Ils n'ont pas accepté. Et pourquoi ils n'ont pas? Comment? Ils n'étaient pas bêtes, les Allemands. Quand on devait échanger, alors, ils devaient savoir si ça sont vraiment les citoyens du Pérou ou bien de Cuba. Ou de voilà. Alors, ils ont contacté les ambassades de Berlin. Ils ont demandé, vous avez la liste de vos citoyens? Ils ont dit oui, alors j'ai des citoyens tel et tel et tel. Et après quelques jours, ils ont reçu la réponse, ce ne sont pas nos citoyens. Alors, si ce ne sont pas nos citoyens, alors à quoi bon leur donner une tartine avec un bol d'or? Et chez ton papa, ils n'ont pas eu cette réponse, que ce n'était pas un citoyen.
du pays qui lui a offert le passeport? Parce que Le Chili. Chili était neutrale. Elle n'avait pas de soldats dans l'armée. Elle n'était pas... Mais ils ne se sont pas renseignés. Non, ils ne se sont pas battus avec les Alliés. Alors, il n'y avait jamais des soldats chiliens et des soldats allemands qu'on devait échanger. Oui, mais pour vous protéger, ils ont cru que vous étiez Oui, Chili. oui. Ils n'ont Mais ils n'ont pas touché contrôlé à l'ambassade. Est-ce que vous appartenez? Voilà. Ouais. Parce qu'ils n'avaient pas de soldats chiliens. De toute façon, il n'y avait pas avec qui échanger. Oui, mais si vous voulez savoir si les papiers sont authentiques. Non, ça... Ils n'ont pas. Non, ça... C'est extraordinaire. Seulement quand il y avait des Allemands qui étaient dans les mains dans certains pays, alors ils devaient contrôler, ils voulaient quand même les avoir de retour. Oui, alors, parce qu'il y avait aussi le Panama. Le Panama, l'Uruguay, Paraguay, l'Équateur, exactement. Alors je ne sais pas qui n'a pas. Chili n'avait pas de soldats avec les Alliés. Les autres pays, oui. Alors quand on échange, on doit savoir si ces gens qu'on leur donne, Grand Mazda. Nissim. Nissim, quand on doit vivre, on vit. Ouais, quand on doit Alors, on va vivre, gentiment conclure, Myriam. Ouais. Vous sortez de Bergen-Belsen quand les Britanniques viennent vous délivrer. Ouais. La libération. Avril 45. Ouais, avril. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des avions qui nous survolaient et qui ont laissé des pamphlets tomber. Et dans ces pamphlets, c'était écrit, c'était des papiers rouges. D'un côté, c'était écrit, je pense, en allemand. Si je me trompe pas, j'ai encore un comme ça. Papa a probablement aussi gardé encore un. Et c'était écrit qu'il y a das Ende, la fin est proche. 100 000 otages allemands sont dans les mains des Américains. Montgomery a déjà passé par là et là. Et ça, on a déjà acquéri et libéré. Tenez bon, on arrive. Alors, j'ai l'impression, moi je dis quand les gens qui étaient dans le camp, qui ont vu ça, moi j'ai l'impression que c'était comme un Eliyahu Hanavi qui en une fois descendu. Et probablement ça a donné énormément de force et de courage à tous ces gens qui étaient là-bas. Vous sortez de Bergen-Belsen, vous n'êtes pas allé transférer en Suisse ou quoi? Non. Où vous êtes allé? On est allé. Il y avait, tout d'abord, ils nous ont remis sur pied. C'est ça. Vous devez passer par un sanatorium? Par un sanatorium, ça veut dire... En Allemagne? En Allemagne. On était 3 mois à Hillersleben. Il y avait un grand centre d'hôpitaux pour tous les soldats américains et pour les Alliés. Ils ont fait sortir tous les soldats qu'on pouvait à peu près faire sortir des lits pour libérer les lits pour nous. Alors vous étiez en famille? On était en famille. Grand-mère, papa, maman, et mon oncle oncle. Et toi. Et pendant 3 mois, on vous a retapé? On nous a retapé. On était je ne sais pas combien de temps là-bas à l'hôpital. Ensuite, ils ont jeté les gens qui habitaient dans la ville de Hillersleben pour nous mettre là-bas. Et ensuite, ils avaient préparé des trains qui partaient à Paris et des autres pour Bruxelles. Et vous pouviez choisir votre destination? Ça n'a pas d'importance. Il y avait ce train qui est là. Peut-être il était plus proche, on était tellement encore affaiblis. On est rentré dans un train qui partait à Bruxelles. Ouais. Et alors, vous arrivez à Bruxelles, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas exactement quoi, mais je sais qu'un des jours, il y avait la Croix-Rouge et la Joint. On devait s'inscrire. On était des réfugiés, on devait s'inscrire. Alors, on était dans une longue rangée, comme ça, des gens pour s'inscrire. Et il y avait un homme, il y avait une femme avec une table qui était en train de... Et lentement, on arrive là-bas et la dame demande à papa Ihr Namen bitte. Et papa dit Dr. Matzner. Il dit Dr. Matzner. Et il demande
den Namen von ihrem Vater war Schleumermatzner? Et papa dit oui. Il a tremblé quand il a entendu ça. Et elle a commencé à pleurer. Elle était tellement émue. Et elle avait dit qu'elle a habité dans la maison que mon grand-père Matzner avait achetée à Berlin comme locataire. Pourquoi? Papa étudiait à Berlin. On devait avoir l'argent. On ne pouvait pas transférer. Transaction de la Pologne, mais ça n'allait pas. Elle a acheté une maison, tout officiellement. Alors papa avait de l'argent. Il était un étudiant assez mefounak, disons. Confortable, voilà. Il n'était jamais gaspilleur, ça c'était une autre chose, mais il était confortable. Et elle habitait dans une de ces maisons. Et alors, elle avait dit à cet homme qui était à côté, « Je suis responsable pour tout ce que Dr. Matzner va demander. Je sais qui c'est, je sais d'où est-ce qu'il sort, n'importe quelle somme d'argent qu'il va demander, moi, personnellement, je suis responsable. » Papa avait dit ce moment-là, où quelqu'un savait qui il était. Ça, c'était le plus grand moment de sa vie, pas l'argent. Il avait dit ça, il nous a raconté. Ils ont reçu des numéros ou comment? Non, on n'avait pas, j'ai pas de numéro. Non, mais alors, pour l'appel, comment on les appelait? On faisait sortir, tout le monde devait sortir. C'est pas qu'ils après, ils contrôlaient s'il y a personne. Ils n'avaient pas une immatriculation? Non, rien du tout. Pas de numéro, rien du tout. D'accord. On devait sortir. Mais elle savait, cette dame? Elle savait, elle habitait dans la maison. Elle savait à qui elle transférait l'argent, à qui elle payait, à la banque. Elle dit, ce moment, papa avait dit, moi je savais que j'allais faire mon argent après la guerre. Je savais. Mais que je savais que quelqu'un sait qui je suis. Ça, c'était encore une chose très importante. Oui. Ça aussi, c'était un grand mess. Quand les Allemands voyaient que la guerre était terminée et qu'il y avait déjà les avions qui commençaient à bombarder, on nous a évacués de 2000 personnes, ceux qui sont restés encore, on nous a évacués avec un train. Je ne sais pas où. En tous les cas, on était dans un train et après, j'ai entendu qu'on devait arriver là où Ravlau était. Comment s'appelait ce camp? Buchenwald? Buchenwald. Notre train devait arriver à Buchenwald. Alors, et qu'est-ce qu'il y avait? On nous a, c'était à peu près 10 km à marcher. La force, on n'avait déjà pas. Je ne sais pas comment est-ce qu'on a fait ça. On est arrivé dans un train, on était entassés dans ce train, comme des sardines. Les gens mouraient déjà dans le train, les gens mouraient déjà en route dans le train. Et un beau jour, on était pendant 6 jours, le train allait d'un côté à l'est et à l'ouest, à l'est et à l'ouest, à l'est et à l'ouest. Un beau jour, il s'est arrêté. Et alors, il y a un Allemand, un des conducteurs, qui savait plus quoi faire, et il a ouvert un compartiment et il a dit quelle est la situation. On peut ni aller à l'ouest parce que les Russes arrivent, on peut à l'est, on peut pas aller à l'ouest parce que les Alliés arrivent, les Américains arrivent, et on ne sait pas quoi faire. Alors il avait dit, mais il y a chez vous un rabbin très intelligent, c'était le Blue-Jeveux. Où est-ce qu'il est? Il dit, écoutez, vous nous avez entassés ici comme des bêtes, on ne sait pas. Ouvrez et demandez, est-ce qu'il est là? Ou dans quel compartiment? Où est-ce qu'il est? Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Et on voit ça sur les photos, après qu'il y a des gens qui ont commencé à sortir du train. C'était plus haut, comme ça, c'est la seule chose que je me rappelle. Et ensuite, il y avait comme ça une petite vallée. Les gens ont commencé à sortir. Il y a des gens qui sont tombés morts après 2 pas, déjà là-bas. Là, sur cette place, quand j'ai rassemblé tous mes enfants, mon fils Sam, il y a déjà des Kaddish là-bas, parce que c'était déjà, au fond, une place de mort. Et ils ont trouvé le Blue-Jeveux, après qu'ils ont ouvert quelques
Et ils ont posé la question à ce Blue, ça et ça s'est passé, qu'est-ce qu'on fait? On doit être intelligent dans la vie. Le Blue a réfléchi un moment et il avait dit, écoutez, la guerre est quand même terminée, vous savez que... Et vous voulez sûrement vivre? Il avait dit oui. Détachez la locomotive et enfouillez-vous. Vous arriverez, il y a des bois ici autour, vous arriverez quelque part, là où il n'y a plus de rails, il y a des bois, vous allez sauter et enfouillez-vous dans les bois et vous allez vous sauver. Et c'est ce qu'ils ont fait. Parce que le Blue a pensé que ces nazis, ils savent que c'est la fin, ils vont d'abord encore tous nous liquider. Alors, Koidem Kol, pour Tortseberg, qui s'enfuient, qui ne sont déjà pas là, il avait dit, nous, de toute façon, on est morts, vous voyez, il y a quand même déjà des morts qui sont dans le train aussi. Enfouillez-vous! Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ça nous a sauvés. Et alors, et tu sais dans quel endroit il s'agit? Parce que oui, tu étais retourné oui, c'est Hillersleben. Farsleben, Hillersleben. C'est là-bas qu'on avant qu'on vous transfère à cet hôpital. Exact. Là-bas. Le train s'est arrivé à Farsleben. On nous a transportés à Hillersleben, qui est tout proche. C'est un grand centre médical de soldats américains. Et tes parents se sont remis? Ils se sont remis, je pense. Maman s'est bien remise. Papa aussi, papa était plutôt... Il voyait tout un peu plus en noir. Et c'était aussi une personne très intelligente et philosophique. Il réfléchissait 100 000 fois à ce qu'il fait. Mais en fin de compte, dans le camp, il a pris des décisions assez vite et justes. Maman était très gaie, toujours positive et toujours de l'avant. Papa aimait bien des anciens monuments, comment ça s'appelle? Il allait dans des musiques de train. Ma fille, Batia, qui est tellement douée en musique et tous ses enfants, ça, ils ont tout pris de papa. Oui. C'est pas qu'il jouait. Non, des musées, il aimait bien. Les musées, il adorait les musées. Tout ce qui est un peu le passé, il aimait. Maman n'aimait pas, elle allait avec lui, parce que c'était aussi un très bon mariage, mais elle n'aimait pas. Elle allait aller en ville, elle courait en ville. Et en quelle année ils sont venus habiter en Israël? 52. 52. Quand papa a fait déjà. Alors mes grands-parents sont partis en 47 parce qu'ils avaient des maisons, ils avaient de l'argent ici. Alors ils ont reçu des affidavits des Anglais, les gens riches et des médecins et des lawyers, tout ça ils ont reçu. Mais des pauvres, ils n'avaient pas besoin, qui devraient encore leur donner aussi pour vivre. Papa avait dit, moi je fais d'abord mon argent, moi je ne vais pas vivre sur le reste de mon schwer. Et en 52, on a amené une filature. À Verviers, il a acheté une filature. Et voilà. Et alors, on est arrivé. Wow. Alors, il a travaillé dans son domaine de textile? De textile. C'est pas qu'il s'y connaissait rien dans les textiles. Mais il a tout de suite trouvé ici. Il y a aussi quelqu'un de Pologne qui était un ingénieur de textile. Et il a fait sortir mon grand-père. Ils avaient un poulailler. Ça n'a pas suffi qu'il y a des maisons. Il faut continuer, il faut faire quand même quelque chose. Ils ont fait un poulailler, parfois ils avaient 20 000 poules. Tout devait aller en grand chez ma grand-mère. Un petit, ça n'intéressait pas. Est-ce que tu veux laisser un message pour les prochaines Un message, générations? tout d'abord, toujours être optimiste. Savoir qu'il y a un rebelle chez l'homme qui ne nous laisse pas. Le bon Dieu, tu l'as senti. Le bon Dieu est là, il faut y croire. Il faut se conduire d'après nos lois, rester optimiste, parce qu'en fin de compte, il nous sauve. À un certain point, il nous sauve. Mais il faut être optimiste.